Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. L'astéroïde 99 942 Apophyse, qu'on appellera Apophyse simplement, passera près de la Terre le 13 avril 2029. On s'attend à ce qu'il rate notre planète de peu, environ de 30 000 km. Mais ça pourrait changer si la trajectoire d'Apophyse était perturbée par une interaction avec un autre astéroïde entre-temps. Un duo d'astrophysiciens s'est intéressé à ce cas et a identifié une rencontre rapprochée entre Apophyse et un autre gros astéroïde en décembre 2026. Ils publient leur étude dans The Planetary Science Journal. L'astéroïde Apophyse, qui fait 370 mètres de diamètre, est l'un des astéroïdes géocroiseurs les plus étudiés du fait de ses passages rapprochés avec la Terre. Initialement considéré comme présentant un réel danger d'impact, des observations minutieuses de sa trajectoire et de ses propriétés avaient montré en 2015 que le risque de collision avec la Terre lors de l'une de ses prochaines approches rapprochées de 2029 ou 2036 était extrêmement faible, quasi nul. Mais ces évaluations, parmi beaucoup d'autres, ont toujours supposé que le mouvement de l'astéroïde se poursuivrait sans être interrompu par des perturbations telles qu'une interaction avec un autre astéroïde. Bien que les chances statistiques, les malchances statistiques d'une collision entre Apophyse et un autre astéroïde soient minimes, la gravité élevée qui est associée à une éventuelle interaction d'Apophyse avec la Terre ensuite motive fortement à examiner ce scénario, même très improbable. Paul Wigert de l'université de Western et Benjamin Hyatt de l'université de Waterloo ont identifié toutes les rencontres possibles entre des astéroïdes connus et Apophyse, ça jusqu'en avril 2029. Oui, il garde l'évaluation de 2036 pour plus tard, hein, une fois que la trajectoire de l'astéroïde aura été modifiée par son passage près de la Terre en 2029, justement. On pense aujourd'hui que les familles d'astéroïdes proviennent de collisions entre astéroïdes. Et des collisions de petits astéroïdes avec des astéroïdes plus gros a été observée au moins 2 fois dans le passé, avec par exemple P2010 A2 qui aurait été heurté en 2009 par un objet de quelques mètres, et aussi l'astéroïde 596 Sheila en 2011, qui aurait été impacté par un corps de 35 mètres. Alors même si un astéroïde particulier n'entre pas directement en collision avec Apophyse, des morceaux accompagnant cet astéroïde pourraient également présenter un certain risque de collision, amenant à une modification de trajectoire. Une comète en est un exemple classique, ayant généralement un flux de météorides composés de matériaux provenant de sa surface et se déplaçant le long de son orbite. Ce qu'on appelle les astéroïdes actifs peuvent également libérer de la matière par le biais d'un large éventail de mécanismes. Perturbation par impact, déstabilisation rotationnelle, fracturation thermique ou encore balayage de pression de rayonnement et lévitation électrostatique. Les astéroïdes actifs peuvent ainsi libérer des quantités importantes de masse. Par exemple, l'astéroïde actif qui s'appelle 3200 Phaéton ne présente aucune activité cométaire, mais il est pourtant accompagné d'un important flux de débris, pour une masse totale comprise entre 10 milliards et 100 milliards de tonnes, et d'ailleurs qui est très célèbre pour produire notre plus belle pluie d'étoiles filantes, celle des Géminides. Alors par ailleurs, même sans impact, il pourrait y avoir un changement dans la vitesse d'Apophyse en raison de l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde qui passe à proximité.
Wigert et Hayat ont exploité deux catalogues d'astéroïdes et de comètes. Tout d'abord, la base de données sur les petits corps qui est maintenue par le Jet Propulsion Laboratory, le JPL de la NASA, et qui contient les éléments orbitaux de plus de 1,2 million d'astéroïdes et de comètes. Et puis la base de données Neodis 2 qui est maintenue par l'ESA et qui contenait des informations sur 31 886 astéroïdes géocroiseurs au moment de son utilisation par les chercheurs. Les déterminations orbitales des équipes du JPL et de Neodis sont basées sur la même base de données d'observation maintenue par le Minor Planet Center de l'UAI. Elles emploient des techniques similaires, mais leurs résultats diffèrent légèrement. Cette utilisation des deux bases de données constitue pour Wigert et Hayat un mécanisme efficace de validation croisée et améliore la fiabilité. Alors après une analyse minutieuse des éléments orbitaux de ces milliers de petits corps passant plus ou moins près de Apophis, Wigert et Hayat arrivent à la conclusion qu'il existe bien un gros astéroïde de 1300 mètres de diamètre dont la trajectoire s'approche de celle d'Apophis à 9604 km, plus ou moins 6, selon les données du JPL, et à 9607 km, plus ou moins 6 km toujours, selon les données de Neodis. Il se nomme 4544 Xanthus, qu'on appellera simplement Xanthus, hein. Alors, le délai temporel qui sépare le passage de l'un et de l'autre de ce point de rapprochement des deux trajectoires, qui a lieu le 25 décembre 2026, est d'environ 4 heures, ce qui se traduit par une distance minimale physique entre les deux astéroïdes qui est de 528 000 km, les deux se croisant à une vitesse relative de 11 km par seconde. Xanthus est considérablement plus grand qu'Apophis et environ 25 fois plus massif, en supposant une densité similaire et un albédo de 0,15. Son orbite, déterminée par le JPL, est basée sur plus de 1800 observations étalées sur 34 ans, ainsi qu'une seule observation radar Doppler prise à Arecibo peu après sa découverte en 1990. De ce fait, il possède un code d'orbite qui vaut 0. Ça indique que son orbite est très bien déterminée. Les deux chercheurs canadiens identifient également d'autres astéroïdes aux trajectoires relativement approchantes et qui mériteraient, selon eux, une surveillance particulière. Il s'agit de 2009 JG2, un astéroïde de 100 mètres de diamètre, s'approchant d'Apophis le 6 décembre 2026, et de 2022 KN3, un astéroïde de 40 mètres s'approchant le 1er février 2028, et qui sont des astéroïdes plus petits qu'Apophis, mais qui ont des orbites beaucoup moins bien connues que celles de Xanthus. On sait toutefois que leur probabilité de collision avec Apophis est nulle. Alors clairement, au vu de la distance minimale d'approche entre Apophis et Xanthus, et des incertitudes qui sont associées aux deux trajectoires, Wigert et Hayat excluent une collision directe. Mais, mais, il y a un mais. D'après eux, la rencontre entre les deux astéroïdes est suffisamment proche pour que le matériel accompagnant Xanthus, le cas échéant, puisse frapper Apophis. Ils estiment que cela pourrait entraîner une perturbation de sa trajectoire future, qui pourrait, in fine, affecter sa probabilité d'impact sur la Terre. Alors, il existe plusieurs scénarios d'interaction entre Xanthus et Apophis. Premièrement, Xanthus pourrait avoir une faible perte de masse non détectée, ce qui en ferait un astéroïde actif. Il existe, on le sait, une poignée d'astéroïdes actifs connus qui peuvent libérer de la matière par un large éventail de mécanismes. Les matériaux voyageant avec Xanthus seraient particulièrement difficiles à détecter avec les télescopes sur Terre, s'ils produisent peu de poussière. Les chercheurs notent par exemple que la sonde Osiris-Rex a révélé, et ce fut une surprise, que l'astéroïde Bennu
était entouré de particules de 1 à 10 centimètres, éjectées de sa surface à des vitesses de quelques mètres par seconde. Des études qui étaient parues en 2019 par Ergenrotter et al. Et Lorenta et al. On pense que ces particules sont des éjectats dus à des impacts, mais aucune poussière n'a été signalée. Les particules ont persisté pendant plusieurs jours dans certains cas, et certaines étaient sur des trajectoires qui leur permettraient d'échapper complètement à la gravité de Bennu. Selon les chercheurs, il est possible que Xanthus produise du matériel de cette manière. Le deuxième scénario est le suivant. Xanthus pourrait produire une variation de vitesse de Apophise. Mais pour être préoccupant, tout changement dans la vitesse d'Apophise devrait pouvoir déplacer considérablement sa trajectoire jusqu'à pouvoir entraîner des impacts futurs avec la Terre. Et ça nécessiterait de déplacer Apophise sur au moins plusieurs dizaines de kilomètres sur plusieurs années, soit un delta V de l'ordre de 10-3 mètres par seconde. En supposant une densité de 2000 kg par mètre cube pour Xanthus, le delta V attendu pour Apophis pour la rencontre de décembre 2026 est totalement négligeable. Wigert et Hayat calculent que la plus grande impulsion gravitationnelle que Xanthus pourrait exercer sur Apophis sans collision, c'est-à-dire en supposant qu'ils se soient croisés à une distance de 1 km seulement, eh bien elle est de l'ordre de 10-4 mètres par seconde. Ainsi, même le passage très proche d'un astéroïde de classe kilométrique ne pourrait perturber l'orbite d'Apophis que de manière marginale, via des effets purement gravitationnels. Reste donc le scénario des particules éjectées de Xanthus par un mécanisme quelconque. Pour nos deux chercheurs, il est possible qu'Apophis entre en collision avec ces débris lorsque les astéroïdes se croisent, parce que les débris de Xanthus, le cas échéant bien sûr, pourraient passer bien plus près d'Apophis que Xanthus lui-même. Il montre qu'il est peu probable que l'impact de particules de poussière de l'ordre du submillimètre ait un effet substantiel sur la trajectoire d'Apophis. Mais, en revanche, l'impact sur Apophis d'une seule particule de 10 centimètres, comme celles qui sont observées autour de Bennu, avec une vitesse relative de 11 km par seconde, libérerait environ 20 mégajoules d'énergie cinétique. Et un tel événement énergétique pourrait avoir un effet non négligeable sur la trajectoire d'Apophis, et donc sur la probabilité d'impact d'Apophis avec la Terre à une date ultérieure. Et Wigert et Hayat précisent que la présence ou l'absence de matière macroscopique accompagnant Xanthus ne peut pas être facilement déterminée par les télescopes actuels, en particulier si le mécanisme de perte de masse ne produit pas beaucoup de poussière, comme ce fut le cas pour les particules observées par Osiris-Rex sur Bennu. Mais de telles particules n'ont pas été signalées sur tous les astéroïdes visités par des sondes spatiales, heureusement. Et même si de tels matériaux existent, la probabilité d'une collision avec Apophis reste faible. Les chercheurs concluent en proposant d'effectuer une surveillance télescopique de la rencontre entre Apophis et Xanthus le 25 décembre 2026 pour évaluer si un tel impact se produit, en recherchant la production de poussière qu'on pourrait attendre d'un tel impact à hypervitesse. Mais le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que fin décembre 2026, l'événement de rapprochement sera difficile à observer depuis la Terre, car il se produira à une élongation solaire de seulement 47 degrés dans le ciel du soir, dans la constellation du Capricorne. Apophis sera à une magnitude de 20,7 et Xanthus de 19,2, des magnitudes accessibles en principe avec les télescopes de calibre professionnel.
Mais les interférences dues à la lumière solaire diffusée pourraient poser problème pour les observations. Le problème reste donc à traiter. L'article de Paul Wigert et Benjamin Hayat est paru dans The Planetary Science Journal, le volume 5, daté du 27 mars 2027. Il porte le titre Les circonstances de rencontre de l'astéroïde Apophyse avec les astéroïdes connus dans les catalogues. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre avant que le ciel ne vous tombe sur la tête, peut-être. Allez, salut!